Bien. Monsieur nous a rejoint. Bienvenue. On vous attendait pour commencer la conférence. Merci d'être là avec nous. Merci à toutes et à tous. Alors, on démarre cette conférence sur la médecine du futur. Comment choisir des sous-traitants vous permettant d'être en pointe. Avant, vous allez me dire si je me trompe, avant de démarrer, avant de vous présenter, la santé, c'est un sujet, un secteur qui va être vraiment boosté énormément par tout ce qui arrive aujourd'hui. On parle de la robotique, on parle du numérique, on parle de tout ça. On s'aperçoit que dans l'univers numérique, dans la réflexion autour du cognitif, tout ça, la santé est au cœur un peu de cette révolution, de cette mutation qu'on est en train de vivre. Donc forcément, on va avoir besoin de sous-traitance dans ce domaine. Il va falloir apporter des nouvelles solutions à la médecine parce que c'est un secteur qui va encore être boosté. Il y a de l'argent. Il y a, je le dis de façon pragmatique, hein, il y a de l'argent, il y a de la volonté, il y a toujours des maladies à régler, etc. Donc la médecine va embarquer avec elle un grand nombre de sous-traitants. On va voir avec vous ce qu'on va pouvoir apporter à la médecine. Donc, Bruno Virieux, bonjour. Vous êtes directeur général en charge de la part biomédicale chez Cadesis Biomédical. Voilà, vous allez nous expliquer dans un instant votre activité. Et Stéphane Bonnard-Cantegrey, vous êtes de Cogibot. Vous êtes le cofondateur. Bonjour. Bonjour de Cogibot. Alors, le domaine de prédilection, c'est la robotique éducative. C'est ça. Vous allez nous expliquer dans un instant en quoi ça consiste. On devait avoir avec nous Béatrice Grandemars de Med Pharmaplast France. Elle est présidente de cet organisme. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas. RERB, bouchon, embouteillage, quoi d'autre, on ne sait pas. Donc la chaise est là, le micro est là. Si Béatrice nous rejoint, on sera très heureux. Je commence avec vous peut-être Bruno Virieux. Cadesis Biomédical, tout d'abord, vous éditez des logiciels. Parlez-nous un petit peu de votre activité. Alors, Cadesis Biomédical fait partie de Cadesis Group. Et Cadesis Group, comme son nom l'indique, CAD, hein, donc CAD, donc on vient du monde de l'industrie à la base. Et le constat qui a été fait en 2011, c'est que des problématiques qu'on pouvait avoir dans le monde de la santé étaient finalement pas très éloignées des problématiques qu'il y avait dans le monde industriel. En termes d'augmentation des volumétries des données à gérer, mais aussi de la complexité en termes de traçabilité de ces données et de traitement de données. Donc on ne va pas lancer le gros mot tout de suite, les big data, parce que c'est un petit peu galvaudé comme mot, mais quand même, il y a un petit peu de cela. En parallèle, il y avait l'émergence de l'IoT, encore un autre gros mot, donc Internet of Things, qui arrive de plus en plus dans la santé. Alors qui arrive par la petite porte, parce qu'on arrive surtout en fait par la partie well-being et pas vraiment healthcare, mais tout de même, on a quand même cet apport qui est un apport qui a été présent d'abord dans l'industrie et qui progressivement est en train d'apparaître au niveau du monde médical. Fort de ce constat, on a créé une division, Cadesis Biomédical, que je dirige, hein, puisque je suis le directeur général adjoint effectivement de Cadesis Group. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Très concrètement, on édite un logiciel pour le monde de la recherche, qu'elle soit académique ou translationnelle, encore un mot à la mode, dans le monde de la pharmacie, étant donné que la recherche académique est de plus en plus translationnelle. Et donc j'en viens directement à la thématique que vous abordiez. À ce jour, on va dire que l'académie, quand on est dans les laboratoires de recherche académique, donc dans les hôpitaux, au CEA, au CNRS, à l'INSERM, désormais ils ont une obsession de la translation de la recherche académique dans le monde, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans des applications qu'on va pouvoir concrètement appliquer à la vie de tous les jours. Et pour faire cette translation-là, ils sont bien conscients qu'ils vont avoir besoin des industriels et des partenaires privés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en mesure, justement, de pouvoir faire cette translation par eux-mêmes. Donc nous, tous les grands projets sur lesquels on intervient, eh bien, ce sont des projets qui, globalement, sont des projets en relation avec ces grands organismes que j'ai cités. Et donc, on travaille avec l'INSERM, avec le CEA, avec le CNRS, sur des problématiques telles que la sclérose en plaques, les AVC, que sais-je, Alzheimer, toutes les maladies chroniques. Et on intervient avec ces grands laboratoires pour faire de la translation, c'est-à-dire faire que les découvertes qui sont faites au niveau de l'académique se retrouvent permutées dans le monde de
dans le monde de tous les jours. Alors, chose intéressante, et j'en finirai là, pas faire un grand monologue, c'est que l'Académie voit un énorme avantage parce qu'elle va pouvoir trouver des sources de financement à travers cette translation. Alors qu'auparavant, l'Académie touchait ses fonds intégralement de la part du monde public, désormais ils sont à la recherche au fond, on le sait très bien, et ils se disent que si, à travers leur propriété intellectuelle, ils peuvent potentiellement toucher des fonds tout simplement sous la base de royalties à travers des produits qui sont commercialisés, ça peut leur faire une source de revenus non négligeable. Donc voilà, donc en gros, désormais, c'est même pas une question de futur, c'est une question de présent, et c'est une question de savoir quand est-ce que les différents laboratoires, qu'ils soient privés ou publics, vont s'associer avec des industriels qui parfois viennent du milieu un peu lourd. Nous, on venait du monde automobile, aéronautique, etc. Et de manière à mettre en place des nouveaux produits innovants. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de présenter peut-être quelque chose. Donc, c'est simple, le système SWAMED qu'on a développé. On va le mettre à l'écran. Voilà. C'est pas très important, on va dire. C'est une solution logicielle que vous apportez voilà, c'est une solution logicielle, globalement, pour les gens qui connaissent un peu la technologie du PLM, donc du Product Lifecycle Management. On a appliqué les méthodologies de PLM. Donc on a les deux premières briques où on organise des données très complexes qui sont multicentriques parce que désormais la recherche se fait évidemment, comme vous pouvez bien le comprendre, sur plusieurs centres, souvent européens, mondiaux. Je prends par exemple l'exemple de la sclérose en plaques avec lesquels on travaille. On a environ une quinzaine de villes à travers l'Europe qui collaborent ensemble et qui ont des problématiques parce qu'elles manipulent de la donnée de santé et elles ont besoin à la fois de partager certaines informations, pas d'autres. Ils sont à la fois partenaires et à la fois concurrents, donc ils ont besoin de partager et à la fois de ne pas partager. Bref, ils sont un peu dans les mêmes circonstances que lorsqu'un constructeur automobile fédère des partenaires équipementiers et qu'ils vont avoir besoin de travailler pour un objectif commun tout en préservant leurs valeurs. Ensuite, on traite cette information qu'on a collectée et on utilise désormais beaucoup des grilles de calcul, entre autres, pour traiter ces masses d'informations très volumétriques. Et à la fin, et c'est là où est notre valeur ajoutée, on arrive sur ce qu'on caractérise comme étant la médecine du futur, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'analyse prédictive, sur le machine learning, enfin sur tous ces gros mots qu'on voit passer en termes d'intelligence artificielle actuellement. Et là, on aide véritablement les chercheurs à créer de la connaissance, à valoriser leur connaissance de manière à obtenir des translations directes vers notre santé publique, on va dire. Très bien. Donc ça, première approche, vous, de cette brique, de cette solution que vous apportez dans le monde médical. On va vous donner la parole, Stéphane, pour expliquer un petit peu, vous, un autre aspect de la sous-traitance, un autre regard sur la sous-traitance. Chez Cogibot, vous fabriquez de la robotique, vous concevez de la robotique éducative. Parlez-nous de ce secteur qui est très précis, qui est une niche, mais qui est à la fois de la haute technologie. Parlez-nous de ce secteur. C'est ça. Il y a maintenant 5 ans, nous avons rencontré un groupe coréen, sud-coréen, qui s'appelle RoboBuilder, qui n'était pas implanté en France et qui souhaitait développer ses activités de kit de robotique d'apprentissage. Mettre à disposition des plus jeunes, des outils permettant d'apprendre et de prendre connaissance des technologies qui amènent à la construction d'un robot nous paraît primordial aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase irréversible, on va dire. Les robots envahissent nos domiciles à travers des robots aspirateurs, mais les jouets sont avant tout le côté ludique de l'histoire. Donc pour appréhender la robotique, oui, nous importons des kits de robotique et ensuite nous créons des contenus pédagogiques pour permettre aux enfants de pouvoir concevoir leur premier robot. Dans le cadre de la sous-traitance, il s'avère que nous avons, au fur et à mesure du temps, depuis ces 5 années, découvert un certain nombre de failles qui sont liées aux manipulations par les enfants. Donc nous avons fait un retour d'information auprès de notre constructeur afin de diminuer les pertes de pièces, afin de diminuer aussi les possibilités d'avaler ces pièces, puisqu'on s'adresse à des enfants qui commencent à partir de 8 ans. Et puis sur les moteurs beaucoup plus importants, des gros moteurs, nous avons travaillé en recherche et développement sur le médical, sur un projet personnel qui me tenait à cœur, qui est un assistant de rééducation par un exosquelette léger, qui s'appelle Harpel. Et on va dire que nous avons confié à un certain nombre d'écoles publiques aujourd'hui, en 3e cycle,
des moteurs et en leur proposant le challenge de concevoir un bras exosquelette de rééducation. Donc la même chose pour la sous-traitance derrière. Ces jeunes étudiants ont été obligés d'aller chercher dans leur région des fabricants de pièces de joints, parce qu'on leur apporte les moteurs, mais pour le prototypage, même s'ils ont utilisé un certain nombre d'imprimantes laser, enfin 3D, pardon, je pense principalement au frittage laser, pour garantir la solidité, il a fallu à un moment donné passer à la métallurgie, on va dire, et pour pouvoir assurer les pièces, conséquemment au descriptif de la commission de santé, puisque nous devons respecter un certain nombre de normes, et ces normes ont été respectées grâce aux sous-traitants, qui eux connaissent très bien les matériaux qu'ils utilisent aujourd'hui dans le domaine médical. Alors du coup, vous avez développé cet appareillage, cet exosquelette léger. Vous en avez fait plusieurs. Il y a eu plusieurs réalisations finalement, si je vous suis. En région, chacun a développé un peu son système. Et vous avez regroupé tout ça pour en faire un produit, ou comment ça s'est passé après? Alors, la logique économique nous oblige à penser qu'aujourd'hui, ce produit est déjà obsolète. Bon, c'est pour des raisons évidentes. La concurrence existant en Allemagne et en Corée du Sud apportant des solutions pragmatiques, onéreuses certes, mais qui fonctionnent parfaitement. La phase de recherche et de développement chez Cogibox s'est transformée par une autre direction d'orientation de son développement. Nous allons collaborer sur ce qu'on appelle du motion capture. Donc on va travailler sur le développement d'une interface utilisateur simple par une caméra, un point de référence, et c'est le patient qui, en bougeant son bras, va donner des datas auprès du thérapeute pour lui permettre de quantifier les efforts réalisés ou en tout cas les progrès réalisés par le patient. Mais le principe de l'exosquelette a été pas abandonné, mais mis à l'écart pour le moment parce que les technologies ne nous apportent pas suffisamment de confort pour le patient. Parce qu'avant tout, nous avons essayé de travailler avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de la Salpêtrière sur un bras qui permette au quotidien à un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral de pouvoir redéployer son bras dans une juste mesure le plus rapidement possible. On sait que les exosquelettes sur les jambes fonctionnent très bien parce que la plante de nos pieds est reliée au cerveau très facilement et l'équilibre revient assez rapidement. En revanche, pour les bras, pour les membres supérieurs, c'est la répétitivité des gestes qui fait que les neurones et les synapses vont contourner la liaison qui a été endommagée pendant l'accident vasculaire cérébral pour lui permettre de reprendre des activités normales. Donc, cet exosquelette est encore trop complexe, trop compliqué. On a encore des points à améliorer sur les déplacements de l'épaule pour nous permettre de proposer un produit auprès des patients en tant que tel, individuellement, bien entendu. D'accord. Donc là, agilité, vous recentrez un petit peu l'activité, vous avez un savoir-faire. Il s'exprime sur ça, bon, ça ne marche pas encore, ou disons que la concurrence est trop dure, ça va nous demander encore du temps, donc on le remet ailleurs et on va faire du motion tracking avec, pour tout ce qui est capture. Exactement. Voilà. En fait, c'est de l'agilité en temps réel, quoi. La veille technologique que nous pratiquons au sein de notre entreprise nous a fait prendre conscience que la méthode de l'exosquelette n'était pas essentielle dans le cadre de la rééducation, même si les thérapeute sont en attente de ce type de produit. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on oriente notre activité sur de la réalité augmentée, sur de la captation de mouvement, simplement, par une caméra 360, on ne citera pas, qui permet, avec un point de référence, d'avoir le retour de la mobilité du bras pour rendre du domaine au patient, ce qui permet au thérapeute de travailler en temps réel, en fait. Chaque séance d'après sera réalisée en fonction des résultats des séances précédentes chez le patient. Et il est très important de savoir que dans le cas de ces pathologies, plus les séances sont espacées, moins le bénéfice est bon. Donc on paie en fait au bout de 5 jours le bénéfice des séances précédentes. Donc à terme, c'est vrai qu'en associant plusieurs technologies, on arrivera à donner du confort à ces patients qui en ont réellement besoin, sur des pathologies aussi grosses que les AVC. On parle d'agilité là. Bruno Virieux, ça vous parle l'agilité quand vous parliez que vous venez du monde un peu industriel, automobile, vous avez travaillé également pour l'aéronautique, l'horlogerie de luxe. On n'est pas très loin d'ailleurs dans l'horlogerie de luxe et le médical. Il y a cette même finesse, cette précision, il y a un peu les mêmes, on va dire, les mêmes ingrédients quelque part de précision mécanique extraordinaire. Vous, l'agilité, comment vous la vivez justement en tant que fournisseur, éditeur de solutions? Vous apportez des solutions au groupe pharmaceutique. Est-ce que pour vous, c'est une valeur forte, l'agilité aujourd'hui? C'est évidemment une valeur forte. Bien sûr. C'est même obligatoire. C'est-à-dire que ça a été une très très grande mutation
qu'on a fait au sein de notre entreprise qui a un peu moins de 20 ans. Et donc, lorsqu'il y a 5 ans, l'entreprise a décidé de faire ce qu'on appelle un pivot d'un point de vue économique, et donc de réorienter une partie de son activité, de son développement vers la médecine, je peux vous garantir qu'en interne, et même encore de nos jours, il faut faire appel à des méthodologies du changement, parce que l'agilité, même pour une entreprise qui, comme la nôtre, vend normalement du changement, oui. Ça reste toujours, en changement en interne, toujours difficile à faire. En plus de ça, on accompagne une agilité au niveau de ces laboratoires qu'on accompagne. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était pas une évidence de travailler. Et en plus de ça, travailler avec des gens qui travaillent dans le milieu industriel, je ne veux pas dire que ça sent un peu le soufre, mais tout de même. Quand on vient de l'industrie, il y a les pharmaciens qui disent attendez, c'est pas pour nous, la fonderie, c'est pas pour nous, quoi. Exactement. Et en fait, il y a un très très grand travail d'accompagnement à faire. Donc à ce jour, on entend beaucoup parler de la fameuse médecine 4P, prévention, prédiction, personnalisation, etc. Et si vous voulez, cette médecine 4P, elle est beaucoup dans les PowerPoint et beaucoup dans les grandes annonces qui sont faites au niveau des médias. Mais par contre, la mettre en œuvre directement avec des laboratoires, qu'ils soient académiques ou qu'ils soient privés, pour justement importer des processus industriels en leur sein de manière à justement créer des nouveaux produits et des nouveaux débouchés, c'est long. Le gap est encore, il est encore là. Le gap est important. Mais ce n'est pas un monde qui est fermé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comme je vous le disais, et moi j'encourage, s'il y a des personnes qui se posent des questions dans l'audience, de savoir si oui ou non il faut aller vers la médecine du futur. Oui, très clairement, il faut aller vers la médecine du futur. Et le monde médical est en train de changer et s'ouvre énormément. Je vais vous prendre un exemple très simple sur un cas concret. Il y a des laboratoires désormais qui se créent dans des centres hospitalo-universitaires qui accueillent des startups en leur sein. C'est-à-dire qu'en mètres carrés, en termes d'emplacement et de positionnement, une start-up ou une entreprise qui voudrait se développer dans le monde médical se dit « je vais aller dans une pépinière, on peut aussi aller directement au sein de laboratoires de recherche, là où la recherche est en train de se faire, et on peut directement s'installer et travailler avec les chercheurs. Donc, cette agilité et ce fait qu'à un moment ou à un autre, la médecine, le monde médical se dit qu'il faut qu'il change et qu'il faut qu'il adopte en quelque sorte des processus et des méthodologies qui viennent du monde industriel et de l'entreprise au sens général, c'est déjà en cours et nous, on les accompagne justement et on les encourage à aller de plus en plus dans cette direction-là. Donc oui, en interne, c'est un défi pour nous et en externe, on essaie d'accompagner les laboratoires qui travaillent avec nous aussi sur cet axe-là. Je rebondis sur un des 4 points que vous avez cité, la prédiction, quelque part. C'est aussi un changement fondamental pour la médecine, de se dire, on n'est plus seulement dans la curation, dans j'ai un patient qui arrive ou tiens, je vais soigner. On va être maintenant de plus en plus avec les données, justement, ce que vous évoquez, les datas, dans la prédiction, dans peut-être l'anticipation. On va être très en amont dans le diagnostic, dans l'accompagnement du patient. C'est une nouvelle vision aussi pour la médecine, quelque part, ça. C'est clairement la vision. La médecine 4P, donc il y a le fameux P de la prédiction, qui est toujours relié à la personnalisation et qui devrait toujours être relié aussi parce que ça crée de l'inquiétude. Ça crée de l'inquiétude parce qu'on dit en gros qu'on est prédéterminé en quelque sorte à avoir une maladie, ce qui est complètement faux, puisque c'est statistique. Mais effectivement, les algorithmes prédictifs vont être un des enjeux majeurs pour la médecine du futur. Aux États-Unis, les algorithmes prédictifs commencent à être remboursés par certaines assurances. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement passer un examen de prédiction et pour vérifier si oui ou non on va avoir telle ou telle pathologie. Pour l'instant, l'Europe n'a pas franchi le Rubicon, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, elle le franchira. De toute façon, elle sera contrainte et forcée de le franchir. Car oui, effectivement, actuellement, nous, tous les laboratoires avec lesquels on travaille, comme vous-même au niveau de l'AVC, on travaille avec Stéphanie Debette sur Bordeaux ou la sclérose en plaques. De toute façon, ces gens-là ne pensent qu'à la prédiction. Parce qu'une maladie, au plus tôt on la prend, au moins elle coûte pour la société. Et le modèle curatif, je ne veux pas dire qu'il va être fini, mais on va vouloir le réduire véritablement à sa part congrue, accidentelle, car malheureusement dans certains cas, quand on a un accident, on ne pouvait pas le prédire. Mais par contre, sur les maladies chroniques qui sont liées entre autres au vieillissement global de la population,
diabète, etc., j'en passe et des pas forcément plus agréables, eh bien, la santé publique va vouloir véritablement attaquer les problématiques en amont de manière à réduire le coût. Alors je rappelle quand même aussi une chose, c'est qu'il y a un côté très participatif dans la médecine 4P, où on exige en quelque sorte que le patient, avant qu'il ne devienne un patient, donc qu'il ait un sujet sain, on va exiger de sa part qu'il ait une hygiène de vie, un mode de vie qui lui permette justement d'aller dans la prévention. Une responsabilité, en fait, ce qu'on demande aussi maintenant dans les entreprises, dans la santé, on devient acteur de sa santé, ce qui apparaît normal. C'est la médecine chinoise, en fait. Hein. Ce qu'on évoque là, c'est un peu de dire, tiens, ben, je me maintiens en bonne santé, finalement. C'est un travail de se maintenir en bonne santé, pas attendre qu'on soit malade. Dans l'expérience que vous avez eue, Stéphane, par rapport à l'exosquelette, à toute cette thématique-là, dans la médecine, est-ce que cette partie de la robotique, vous sentez quand même, par l'expérience que vous avez eue, elle va prendre une importance quand même assez incroyable, notamment au niveau des matières. Comment est-ce que vous avez vu, ce matin on a évoqué les matières, on a des tissus maintenant qui peuvent aller à l'intérieur du corps, etc. Dans cette partie exosquelette, donc assistance robotique éducative, qu'est-ce que vous avez vu de surprenant? Pour moi, le plus surprenant, c'est Carmat, Oui. Le cœur français, qui est pour nous une réussite absolue. Nous savons que malheureusement, les 6 patients qui sont déjà décédés ne sont pas liés, enfin, les 2 premiers, pardon, étaient liés à une déformation des valves en interne du cœur. Mais ce n'était pas un problème de process. Le cœur fonctionne, il va très bien. Et pour moi, c'est effectivement la grande réussite aujourd'hui en matière d'artificiel, de matériaux artificiels. L'implémentation, ils ont résolu des problèmes de compatibilité, donc on peut accepter des tissus étrangers dans le corps aujourd'hui de meilleure façon qu'il y a une dizaine d'années. Et puis c'est principalement la chirurgie invasive qui m'a surpris par l'apport de nouvelles technologies associées à la chirurgie. Nous connaissons tous Vinci, le robot fabriqué par Medtech. Plusieurs laboratoires. Pour ceux qui ne connaissent pas, on connaît tous, mais rappelez quand même. Vinci est un robot à 4 bras, autopiloté, qui permet en fait aux chirurgiens d'éviter les interventions extrêmement lourdes par le découpage de la cage thoracique en s'insérant par 4 trous qui sont effectués au sein de la région abdominale et de ne pas d'éviter d'avoir trop de chirurgie capillaire, on va dire, dans un premier temps. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a associé encore d'autres technologies comme l'imagerie. Aujourd'hui, l'imagerie 3D est associée à la technologie d'utilisation du robot, mais également des révélateurs de couleurs pour pouvoir déterminer où sont les tumeurs cancéreuses. Avant, le chirurgien n'avait qu'une vision réelle des organes à opérer. Aujourd'hui, on est capable, par l'apport de colorants, de déterminer où est la tumeur, mais également les ramifications jusqu'à l'endroit où elle s'arrête. Ce qui permet donc au chirurgien d'être d'autant plus précis dans le retrait de la tumeur, puisque nous savons très bien qu'elle s'étend sur d'autres parties du corps. Grâce à ces révélateurs de couleurs, le chirurgien va pouvoir retirer l'ensemble de la tumeur juste avant l'exposition à d'autres organes vitaux. Donc oui, effectivement, en y associant plusieurs technologies, l'imagerie, l'opérabilité extrêmement fine, on est dans la micro-précision. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'un robot, même manipulé, aura tendance à éviter, par exemple, un soubresaut qui peut arriver pendant un éternuement d'un chirurgien. Le robot va le sentir, effectivement, il n'y aura pas ce geste parasite. Enfin, grâce à la robotique, on arrive à supprimer les gestes parasites pendant des opérations extrêmement lourdes. Et puis, il y a maintenant d'autres technologies qu'on utilise pour soigner, par exemple, les maladies de Parkinson, comme l'insertion d'électrodiodes dans le cortex moteur, très en profondeur dans le cortex cérébral, qui permettent de contrecarrer les mouvements parasites des maladies de Parkinson. En fait, c'est assez simple. Ils ont, les chercheurs de Montpellier, puisque c'est à Montpellier que ça s'est passé la première fois, ils ont capté le signal électrique défaillant du patient, récupéré cette sinusoïde et ils l'ont inversé, cette sinusoïde. En la réinsérant dans le cortex moteur, on fait ce qu'on appelle un signal blanc qui annihile la fréquence défaillante du signal électrique et qui permet donc au patient, et ça se voit, on le voit très bien lors des séances de visite chez le thérapeute, où le
le docteur va prendre sa télécommande, va arrêter d'un seul coup la pile qui permet de générer le signal électrique et le patient se retrouve en plein tremblement. C'est assez effarant, ça fait mal pour lui. On espère rapidement que le docteur va pouvoir appuyer sur le bouton pour qu'il reprenne une situation normale. Donc oui, la technologie du futur liée à la robotique est très prédictive. On est de plus en plus là, sur le mode de prévention. Le big data, il commence dès maintenant déjà par notre carte vitale, puisque toutes nos données médicamenteuses sont déjà récupérées par la sécurité sociale. Ce sont un certain nombre d'informations dont ont besoin les laboratoires pour continuer à travailler, mais surtout les médecins pour pouvoir faire leur suivi de pathologie. Voilà. Parce qu'on évoquait le sujet du big data dans la table ronde précédente avec l'industrie, avec Agnès de la BPI. C'est vrai que dans certaines industries, le big data, c'est encore loin parce qu'on est sur des problématiques de fabrication, de production. Alors que la médecine, effectivement, la data, ça va être quelque chose d'essentiel peut-être à mixer. Quand vous évoquiez les programmes où vous êtes il y a plusieurs villes à communiquer, à échanger ensemble, cette récolte de données et de pouvoir les analyser et de dire tiens, voilà les facteurs de risque, voilà ce qu'on a décelé, ça va être une partie essentielle de la médecine demain, probablement. C'est certain. Après, on a un problème pour l'instant terminologique vis-à-vis de la big data. Et il faut faire attention de ne pas faire des effets d'annonce, puisque dans une certaine mesure, on a le big volume, on va dire, si je fais du franglais, où là, on se retrouve avec des volumétries de données extrêmement importantes à gérer, avec une très grande variabilité. Donc, par exemple, on peut avoir, dans le cadre des études biomédicales, qu'elles soient fondamentales, précliniques ou cliniques, on va avoir de l'imagerie, on va avoir de la donnée du type génétique, voire de la donnée comportementale et environnementale, comme par exemple de la pollution, puisqu'actuellement, je crois qu'on a des pics de pollution relativement importants. Il paraît. Donc, on a ce type de données-là, mais en fait, on n'est pas vraiment dans la big data. On est simplement dans des très très gros volumes de données à gérer, mais la donnée est très bien structurée. Donc à partir du moment où la donnée est très bien structurée, on n'est pas dans le big data. Où ça commence à devenir intéressant, c'est sur le bout de la chaîne de la recherche, c'est-à-dire que si on part de la recherche académique, qu'on passe à travers la recherche transactionnelle, la pharmacie, et puis ensuite qu'on arrive sur la santé des populations, là, sur le dernier maillon au niveau de la santé de la population, où en gros on se retrouve avec un magma de données pas bien structurées, dont on a besoin de tirer quelque chose, là on va avoir de la big data. En amont, à partir du moment où on arrive à très bien structurer ces données, j'aurais tendance à dire on est plus dans des problématiques de big volume plutôt que dans les problématiques de big data. Par contre, c'est des vraies problématiques. Et c'est là où on fait justement appel à des clusters nationaux, européens, internationaux de traitement massif de données, tout simplement parce que vous imaginez bien que si on prend des IRM de 50 000 patients et tout ça sur 10 ans, et que d'un coup quelqu'un va appuyer sur un bouton pour dire je vais faire un traitement pour savoir si j'ai tel ou tel problème sur telle région d'intérêt dans le cerveau, par exemple, si je suis sur le cerveau, vous imaginez bien qu'il ne faut pas faire ça avec le PC du salon, parce que sinon ça prend un temps infini. Mais là, on va plus être dans une problématique de traitement massif de l'information et moins dans une problématique de data scientist, c'est-à-dire de se dire par quel axe je vais bien pouvoir traiter ces données-là, parce que tout simplement, mes données, elles ont une telle variabilité et même une telle non-structuration que je vais avoir une problématique de traitement. C'est d'ailleurs votre sujet de prédilection, puisque vous, dans SNOMED, c'est la première brique, c'est d'organiser les données, ce que vous évoquez là. C'est vrai qu'il faut organiser les données. C'est important. On commence par là, et oui, on commence par les organiser, les agréger et les mettre en lien. Tout à fait. Puisqu'on évoque l'analyse qu'on peut faire à partir des données, Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo, la dernière fois disait, et la radiologie c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, non, sur les plateformes, hein, accueillant des modèles prédictifs pour les cabinets, il disait que dans quelques années, la robotique, un robot aura un diagnostic plus sûr, notamment en radiologie, que le médecin, parce qu'il aura emmagasiné tellement de savoir, de connaissances, qu'il va regarder la radio, il va faire un examen ultra précis et peut-être plus précis que le médecin. C'est quelque chose que vous voyez venir, vous, ce genre de paradoxe? Alors j'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle.
Non, on ne sait pas, peut-être. Mais sinon, on peut contourner. Après, le médecin, il peut gérer l'automate. On va dire qu'on va avoir une modification profonde de la pratique. Et plutôt que de la disparition, on va avoir de la transition. Là, pareil, c'est des effets un peu d'annonce, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va aller vers l'éradication du médecin, mais jusqu'à présent, on a expliqué aux étudiants en médecine qu'il fallait qu'ils apprennent énormément de choses de manière encyclopédique. Et désormais, cette encyclopédie qu'ils ont acquise, on va dire, va être moins importante dans leur pratique et ils vont plus avoir une autre valeur ajoutée au niveau de la chaîne de valeur. Ça, évidemment, il va falloir qu'ils l'internalisent, qu'ils l'acceptent et qu'ils évoluent. Mais au même titre que la chirurgie, vous disiez que entre guillemets, le robot chirurgien, qui est lui-même piloté par un humain derrière, par un chirurgien, va être plus précis et va commettre moins d'erreurs au niveau, par exemple, des soubresauts, au niveau de l'opération. Là, on va être un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir un robot qui va travailler en collaboration avec un radiologue de manière à pouvoir déterminer quel est le bon diagnostic. On vit déjà ça. Vous allez tous les jours dans des laboratoires d'analyse sanguine, c'est déjà des systèmes experts qui font les traitements. C'est-à-dire qu'on a déjà en quelque sorte une sorte de mini-intelligence artificielle un peu old school qui tourne dans les laboratoires d'analyse médicale, où je ne veux pas dire que le médecin biologiste fait que poser sa signature, mais pas bien loin. Pas bien loin. C'est-à-dire que c'est déjà une machine qui fait un traitement. Donc, parce que tout simplement, l'analyse sanguine, c'est un peu plus simple que la radiologie. Bien sûr. Donc, au niveau de la prédiction, au niveau de la radiologie, très certainement, on va avoir une mutation et une évolution. Je crois que ça serait un peu... on va dire que ça serait faire de l'effet d'annonce et ça serait jouer un peu Madame Soleil que de dire que les radiologues vont disparaître demain à cause de ces produits-là. Disons que ce qu'on souligne là, c'est que finalement, la data bien analysée va permettre à la machine d'avoir une compétence qu'on réservait à, justement, on se disait, tiens, le médecin, il est inaccessible, le radiologue, il a fait 7 ans d'études, jamais il pourrait être remplacé par la machine. Là, il ne s'agit pas de remplacement, ça sera plutôt de l'aide à la décision. Très certainement, c'est plus de l'aide à la décision, il faut le voir comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. On est sur des outils qui vont permettre aux praticiens d'avoir lui-même un background. Déjà, toutes les informations qu'il aura pu emmagasiner sur les 15 ou 20 dernières années de son propre exercice va lui permettre d'avoir des aides à la décision. C'est une évidence dans le sens où aujourd'hui, toute base de données gardée au sein d'un CHU, par exemple, devient la base du travail pour le médecin. Donc oui, les outils, sans parler effectivement peut-être du big data aujourd'hui, mais toutes les données qui sont enregistrées nominativement servent de toute façon à terme à expliquer quelles sont les pathologies d'un patient. De toute façon, ça devient un assistant à la décision. Carrément. Questions, préparez vos questions. Je sais qu'il y a toujours un petit temps entre tiens, j'ai envie de poser une question et je la pose. Préparez vos questions. Et on essaiera de répondre. Voilà, on essaiera de répondre. Alors, comment bien choisir les sous-traitants? C'était un peu la thématique. Comment vous êtes arrivé à travailler avec les... Ça a été une demande qui est venue d'un labo pharmaceutique, ils sont venus vous chercher, ou est-ce que c'est vous dans la prospection, à un moment donné? Comment s'est passé cet enclenchement avec le monde médical? J'aimerais dire que ça s'est passé de manière extrêmement rationnelle. Et que suite à une étude de marché extrêmement fine et précise et une exécution parfaite, nous sommes arrivés là. Non, comme toujours, c'est toujours basé. Un dîner avec non, c'est basé sur des rencontres, c'est basé sur ensuite des longues périodes de tests. Je vous dis, on a lancé notre processus en 2011 et notre produit est sorti de la forge uniquement en septembre 2016 et on l'a présenté officiellement aux Journées francophones de radiologie. Entre-temps, évidemment, on avait fait beaucoup de POC et on avait déjà des clients, mais on ne battait pas campagne avec le produit. Donc c'est un processus très long, c'est un secteur qui de toute façon ne fait pas confiance spontanément très rapidement.
Donc il y a un bâton de pèlerin à faire. C'est pour ça que moi je ne suis pas convaincu que les annonces tonitruantes des uns et des autres sur le fait que nous allons arriver et bouleverser le secteur, ça soit véritablement viable. Je crois qu'au même titre que l'industrie, ça prend beaucoup de temps avant de tisser des liens de confiance. Nous, on a des grands noms qui nous font confiance qui font pas la promotion, parce que ce n'est pas exactement ça, mais qui portent le crédit scientifique justement de notre technologie. On a des gens comme Marc Joliot qui fait partie de la famille Joliot-Curie, qui travaille au CEA et qui nous apporte son crédit par rapport à ça. Si vous voulez, c'est des choses qui prennent du temps et il faut mettre en confiance les différents partenaires. Après, je vais enfoncer les portes ouvertes. Il faut dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit qu'on avait fait. Et en gros, le bon moyen d'accéder souvent à ces marchés, ça reste le POC. Et en gros, on part d'un PowerPoint et puis derrière, on fait le POC et on montre que le POC marche, donc le Proof of Concept. Hein, je pense que tout le monde est coutumier avec cela. Et ensuite, on peut enclencher la seconde et étendre plus largement sur une base de clients qu'on peut avoir. Et c'est assez traditionnel comme approche. Mais je pense que la confiance est un élément clé parce que c'est quand même un secteur, comme je le disais au départ, qui même s'il a conscience qu'il faut qu'il y aille, il a un petit peu du mal quand même à franchir le Rubicon. C'est un secteur qui n'est pas fermé, vous le disiez tout à l'heure, mais qui est prudent. La médecine, on a cette prudence peut-être. Et puis il y a aussi ce long terme, on n'en parle pas peut-être suffisamment, mais il faut revoir et remettre la médecine dans son contexte de producteur. La médecine, c'est très long. Quand un médicament se développe sur 20 ans, les brevets 25 ans, les brevets, donc on est dans des process très longs de mise sur le marché, de tests, etc. Donc il y a cette habitude-là de réglementation, de tout. Donc on n'est pas dans l'urgence d'un sous-traitant qui travaille, lui, dans un laps de temps très court. C'est exactement ça. Harpel est mis de côté aujourd'hui, nous savons pour quelles raisons. Demain, je ne désespère pas pouvoir apporter une solution d'autant plus simple à mettre en place pour les patients, mais aussi pour les fabricants. C'est-à-dire que je ne suis pas métallurgiste, je ne travaille pas le titane, mais je sais que c'est une des structures que j'utiliserai bien. Je vais avoir besoin d'alléger au maximum l'exosquelette. Donc, à terme, nous aurons des moteurs qui seront de plus en plus performants, qui permettront d'avoir une réduction de poids et avec d'autant plus de force. Le tout associé permettra de toute façon d'aboutir à quelque chose. La problématique aussi, elle est liée souvent entre la différence entre un appareillage médicalisé et un dispositif médical. Un appareillage médicalisé va demander des études de cas. Ces études de cas, il faut les financer. Donc quand nous ne sommes pas un grand laboratoire, les études de cas coûtent très cher au petit génie, entre guillemets, qui aura décidé d'apporter sa contribution à la médecine aujourd'hui. Donc il est clair que d'un dispositif médical à un appareillage médicalisé, c'est une orientation stratégique de l'entreprise. Donc autant fabriquer des fauteuils roulants avec des capteurs de proximité pour éviter le choc entre différentes personnes. Ça fonctionne, on sait très bien le faire. Autant le mettre sur le marché ensuite, c'est une autre étape qui demande d'abord des investissements. Et puis aussi l'investissement des pouvoirs publics qui nous fassent confiance d'une part, mais qui nous laissent aussi agir dans des environnements dédiés comme les EHPAD, pour ne pas le cacher. Nous avons rencontré des institutionnels qui nous ont dit mais cet exosquelette serait parfait pour pouvoir travailler dans les EHPAD. Nous n'aurons pas besoin de déplacer nos patients auprès de leurs thérapeutes, mais au contraire, c'est le bras qui devient le thérapeute au sein de l'EHPAD. Ben voilà, il va falloir quand même qu'un certain nombre d'interlocuteurs se réunissent et à un moment donné disent « Ok, on va dans ce sens-là, il faut qu'on aille dans ce sens-là parce que d'ici 10 ans, nous aurons de toute façon une assistance à domicile, que ça soit à travers un miroir connecté qui pourra déterminer, par exemple, l'état de votre santé au jour le jour. Vous avez le teint un peu blafard. Est-ce que vous avez fait une bonne fête hier soir? C'est normal, donc vous avez le teint blafard. Mais ça n'empêche pas que ce miroir connecté va vous donner des informations au quotidien. Ces informations seront captées, gardées, stockées et analysées à terme. C'est peut-être ce qui nous permettra ensuite de pouvoir orienter les patients vers des non-pathologies. Hein, on va essayer de sortir de ce mot que je déteste, principalement être atteint d'une pathologie, c'est assez effrayant en fait, hein, quelque part. Donc non, on va avoir des outils qui vont nous permettre de nous garder en bonne santé. C'est surtout ça le principe. Absolument.
Ce que vous évoquez à l'instant, là, ça me fait penser à ces petites cabines de diagnostic qui commencent à sortir pour lutter un peu contre l'absence de médecins à la campagne. On aura bientôt des petites cabines, je viens, je m'installe et j'ai une quinzaine de tests faciles à faire, la tension, le machin, je regarde, j'ai le docteur en face de moi en visioconférence qui va en temps réel me dire tiens à peu près, j'ai votre pouls, j'ai votre tension, etc. Donc on fait toute une série de tests à distance. C'est un peu c'est une des applications du futur qui est en train de se mettre en place aussi, que vous évoquiez à l'instant. Est-ce que, comme l'heure tourne un petit peu, any question? Est-ce que vous avez envie de profiter de nos experts, qu'on revienne sur une thématique en particulier? J'essaie de voir pendant que vous réfléchissez, pendant que... Bon, on a le micro là-bas. On pourrait terminer sur... Qu'est-ce qu'on avait préparé? Bah écoutez, est-ce que vous travaillez par exemple, vous-même, vous collaborez, vous allez voir un petit peu d'autres personnes pour répondre à certaines demandes médicales? Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes ou est-ce que, on évoquait là tout à l'heure les donneurs d'ordre qui vont chercher l'innovation dans les groupes? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes pour réfléchir sur certaines thématiques? Est-ce qu'il y a de la collaboration? Vous voulez dire de la collaboration avec d'autres organisations, d'autres entreprises? Voilà, d'autres entreprises, d'autres PME pour répondre à un besoin de labo. On en rencontre tous les jours. Tous les jours. On en rencontre tous les jours, c'est-à-dire que vous parliez de H4D, hein, pour ne pas les citer, j'ai pas d'action chez eux et Ouais. on n'est pas du tout lié capitalistiquement. Mais H4D, L4 Development, qui développe justement ces cabines, justement pour les mettre dans des halls de gare, dans des mairies ou dans des entreprises. On est en lien avec eux. Vous parliez on va dire des images qu'on pourrait directement, enfin vous n'en parliez pas directement, mais vous évoquiez quand même le sujet des images qu'on peut pousser en direct dans les salles d'opération de manière à pouvoir, par exemple, avoir l'IRM ou le scanner au moment où on opère, l'IRM qui a été pris juste quelques heures avant, de manière à avoir des informations avant d'aller directement sur l'organe qu'on veut cibler. Eh bien, c'est une entreprise qui est à Sophia Antipolis. J'étais avec eux hier, c'est Therapixel. Donc, oui, on rencontre tous les jours. Et j'aurais tendance à dire, c'est pas la guerre. C'est-à-dire que c'est la collaboration. Et lorsque on travaille en collaboration et qu'on met véritablement nos valeurs ajoutées, associées les unes aux autres, véritablement dans une logique avec un objectif de créer de la valeur au global pour le client qu'on va servir, oui, la collaboration est tout à fait pertinente et exhaustive. Et nous, on n'hésite pas à partager comme aujourd'hui, notre savoir, notre vision des choses et la manière dont on a attaqué le marché, de manière justement à fédérer un maximum de partenaires autour d'une démarche qui est unique et qu'on n'est pas forcément porteur de cette démarche-là. On est véritablement dans une logique de collaboration. Donc de toute façon, je crois qu'au niveau industrie comme au niveau médecine, désormais c'est très complexe. C'est-à-dire qu'avant c'était assez simple, on avait un client, un fournisseur. La visiteuse médicale qui venait avec les médicaments. Et tout allait bien, on était entre soi, etc. Désormais les enjeux auxquels on fait face sont tellement importants que de toute façon on ne peut pas prétendre avoir la solution clé en main et on est obligé de collaborer. Et on va dire, on est un peu désormais les artisans de la médecine du futur. Et au même titre que les artisans, ils se mettent à plusieurs pour construire une maison, et bien souvent on se met à plusieurs pour répondre justement à une problématique. Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, toutes les compétences sont les bienvenues, bien au contraire, que ce soit de l'analyste jusqu'au moindre mécanicien qui sera amené à nous soustraire des problématiques physiques, par exemple dans le cas des exosquelettes, mais également dans le cadre de la programmation et de la gestion des données. Donc les accidents vasculaires cérébraux par an, c'est 180 000 cas. 40% sont rééducables jusqu'à 90% de mobilité, mais il faut les prendre extrêmement rapidement. Donc plus on arrive à réunir, c'est pour ça qu'en fait, même Harpel, les 3 premières années d'existence ont permis de comprendre
qu'il fallait qu'on travaille plus vite, avec beaucoup plus de collaboration extérieure, afin d'aboutir plus rapidement. Ce que je veux dire, c'est que Armeo est arrivé parce qu'il a eu la chance de rencontrer des industriels qui ont misé dessus, mais c'est quand même un bras exosquelette qui coûte 50 000 € aujourd'hui et que un patient privé ne peut pas se permettre d'acquérir. L'objectif d'Arpel, c'était ça, c'était de démocratiser un outil pour pouvoir l'apporter à son domicile et pouvoir continuer sa rééducation au quotidien, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il faut absolument réduire les temps de pause entre les séances de travail. Donc oui, nous, si nous avions eu la même démarche, je veux dire, financièrement peut-être l'enveloppe budgétaire aussi pour rencontrer les bons acteurs, nous aurions peut-être pu prendre le petit créneau qui nous était destiné pendant les 3 dernières années. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous travaillons donc avec d'autres secteurs d'activité, comme le motion capture, l'imagerie en tant que telle, parce que la valeur ajoutée est d'autant plus importante que ce sont des méthodes qui sont approuvées, qui sont déjà existantes dans le quotidien auprès des joueurs de jeux vidéo, mais également on rapporte d'autres informations dans l'automobile, comme la lecture à tête haute, toutes ces choses-là. Oui, effectivement, la médecine de demain aura besoin de transversalité dans les différents secteurs d'activité, mécanique, informatique, gestion des données, analyse de comportement, etc. Oui, bien sûr. Bien, et ben, ça sera le mot de la fin, cet appel à la collaboration. La médecine qui est un secteur quand même dynamique, qui a encore besoin de beaucoup de sous-traitance, qui est très présent d'ailleurs ici. On a vu beaucoup de robotique, notamment pour la pharmacie, le packaging, le pick. Le pick-up et l'emballage des médicaments, c'est assez spectaculaire. Oui, effectivement. Et puis les distributeurs, de plus en plus, on voit aussi des distributeurs de pharmacie pour les pharmaciens. Carrément. Qui leur permettent de tenir leur stock à jour. Le gros avantage, c'est que ça immobilise moins de médicaments pour les laboratoires, hein, qui vont pouvoir peut-être pas fabriquer en flux tendu, mais c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir un robot qui s'appelle Linby, qui est présent sur un des stands que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer. Linby fait partie de ces générations de cobots, donc robots collaboratifs, qui vont nous amener à être au quotidien dans notre environnement et donc de comprendre qui nous sommes dans notre propre environnement et eux-mêmes généreront du back-office pour pouvoir permettre à des patients de peut-être à heure juste prendre la bonne pilule au bon moment et non pas celle d'à côté parce que le pilulier était inversé. Enfin, voilà. Donc oui, la technologie, la robotique, l'aide à la personne, ce sont des challenges qu'il faut prendre aujourd'hui parce que dans 10 ans, notre génération vieillissant, nous serons amenés à l'utiliser beaucoup plus que nous l'utilisons aujourd'hui. Bien. Donc rendez-vous sur le salon alors pour découvrir toutes les nouveautés exposées. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci tous les deux. Merci messieurs d'avoir apporté votre témoignage et votre analyse.